Nous sommes tous attirés par la victoire. Le simple fait de prononcer le mot projette notre esprit dans un endroit agréable. Mais à chaque fois que vous gagnez, vous entraînez une défaite. Et votre succès vous rend responsable de la chute d'un adversaire. Ce jeu d'opposition entre la réussite et l'échec règne sur toutes les compétitions et déplace un immense nuancier de pensée, de ressentiment et d'émotion. Car les engrenages du naufrage et de la consécration dominent tous les jeux. Et par la même occasion, ils dominent l'esprit de tous les joueurs. Sans s'en rendre compte, ils sont les victimes d'une roue dont le seul dessein est de tourner éternellement. Seule l'excellence, le talent ou la chance pourront vous donner l'impression d'échapper à la chute, jusqu'au jour où les flammes du succès cesseront d'éclairer votre route. Alors il ne restera que l'homme ou la femme que vous êtes, et la mémoire d'une attitude exemplaire, d'une belle histoire, voire d'une légende, ou d'une petite fable déjà oubliée. Tous les chemins connaîtront le non-succès. Plus qu'une prédiction, c'est une loi qui ne peut être changée. Alors lorsque vous perdrez, tâchez de perdre avec élégance. Inclinez-vous avec respect, sortez avec intelligence, quittez le terrain avec dignité, faites preuve d'allégeance. Laissez l'éternelle roue de l'échec et du succès continuer de tourner. De multiples jeux auraient pu faire l'affaire pour illustrer cette poésie, mais je vous propose de replonger dans l'excellente série The Queen's Gambit pour tenter de transformer une défaite en une révérence distinguée. Parce que les échecs, au-delà d'être une très bonne référence en matière de stratégie, sont aussi un bon exemple en matière d'attitude. Alors je vous propose d'analyser les pires défaites et de tenter de nous inspirer de celle qui, de loin, est la meilleure. Les échecs se distinguent des autres jeux. Plus qu'un simple divertissement, ils mettent à l'épreuve de nombreuses aptitudes de l'esprit, comme la concentration, la mémoire, la prévoyance, l'organisation méthodique, l'intelligence, l'imagination, la prise de décision et la créativité. Sans oublier l'endurance, le courage et la maîtrise de soi. Bien que les règles soient un mystère pour beaucoup de gens, la conclusion est connue de tous. Échec et mat. Une phrase souvent sortie de son contexte pour exprimer une victoire stratégique et sans appel sur un adversaire. Un terme marquant la fin d'une partie émotionnellement éprouvante et qui fera de chaque défaite une expérience violente. C'est dans ce contexte douloureux que le joueur vaincu devra respecter cette règle de bienséance. Coucher son roi, abandonner et reconnaître la victoire de son opposant. Tu dois abandonner. Abandonner? Ouais, c'est ça, petite. Quand tu perds la dame de cette façon, tu abandonnes. Non. Si, tu es obligé d'abandonner la partie. Vous ne m'aviez pas expliqué cette règle? C'est pas une règle. C'est faire preuve de fair play. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'une défaite se précède toujours d'une sensation de perte de contrôle sur le jeu. Au début, on sent que l'affaire se gâte. Puis la pression se fait sentir, comme l'ombre d'un mauvais présage. Les possibilités de victoire s'éloignent puis s'évanouissent. Et arrive cette ultime chance d'inverser la tendance. Si une décision salvatrice n'est pas prise à cet instant, une sentence irrévocable peut tomber dès le coup suivant. C'est dans ces conditions qu'il est attendu de vous d'accepter de perdre avec dignité, calme et reconnaissance, de tendre la main avec respect et de quitter l'aire de jeu avec élégance. Ce qui, vous l'imaginez bien, ne se produit pas à chaque fois. J'abandonne. Le 23 octobre 2020 sort The Queen's Gambit sur Netflix. Les aventures de la jeune Beth Harmon touchent le public en plein cœur et subliment à l'écran le monde des échecs comme jamais auparavant. Grâce aux conseils de l'ancien champion du monde Garry Kasparov et de l'entraîneur Bruce Pandolfini, la production retranscrira avec justesse un univers méconnu tout en respectant ses codes. Nous y découvrirons une jeune femme torturée par la vie, dont le destin sera d'affronter les meilleurs joueurs du monde et de tenir tête à ses propres démons. Elle évoluera dans un milieu masculin qui ne verra en elle qu'une curiosité là où quelques rares verront du talent. Une voie rude et douloureuse dont la catharsis ne viendra pas du succès, mais de sa rencontre avec elle-même. Elle connaîtra les louanges de la victoire et la souffrance des défaites, et chacun de ses opposants l'amènera à affiner son jeu autant que sa maîtrise d'elle-même. Ainsi, son parcours sera jalonné d'adversaires vaincus dont la chute prendra de multiples formes, mais parmi eux, un seul sortira avec une élégance qui mérite d'être commentée. Et peut-être
de vous inspirer. Tout commence dans un lieu secret. Bess est introduite aux échecs en cachette par Monsieur Chebel, le concierge de son orphelinat, qu'elle observe jouer au sous-sol pendant qu'elle accomplit ses corvées. Je connais déjà une partie des règles. Je vous ai regardé. Les filles ne jouent pas aux échecs. Bien qu'il soit hésitant à lui apprendre les règles du jeu, il se laisse convaincre par le culot et l'intelligence de la jeune fille et finit par se rendre compte de son talent. Ce sera le premier à sincèrement croire en elle. Pour être tout à fait honnête, petite, tu es impressionnante. Il l'introduira auprès du directeur du club d'échecs le plus proche et lui aussi sera forcé de reconnaître ses qualités. Échec et mat en 3 coups. Et c'est ainsi qu'à peine 10 ans, elle sera amenée à affronter des dizaines de joueurs expérimentés, parfois simultanément, comme lors de cette première épreuve où elle devra se défendre seule contre tous. Certains ont même essayé de faire des attaques de mat ridicules. Je leur ai réglé leur compte. Ce qui l'amènera à sa première compétition. Pourquoi mettent-ils les filles ensemble? Ils ne sont pas censés le faire. Mais si vous gagnez, vous pourrez jouer contre eux. C'est au même son de cloche que Bess affrontera l'emprise masculine d'un jeu réservé aux hommes. Et c'est dans ce contexte d'infériorité psychologique qu'elle infligera la conclusion douloureuse à ses adversaires. Une fin de partie que beaucoup auront du mal à digérer. Échec. Inutile de le préciser. La série est criblée d'égos meurtris par la défaite, et bien que la plupart fassent preuve d'un certain fair-play, tous ne quittent pas la table avec éloquence. Plus les participants seront attachés à l'idée qu'il est inacceptable de perdre, qui plus est contre une jeune femme, plus leur comportement sera déplacé. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la défaite qui fait mal, mais la manière avec laquelle nous la percevons. Si nous considérons notre adversaire comme inférieur, alors nous aurons du mal à reconnaître sa victoire, et donc à accepter de nous incliner face à lui. L'attachement pour le fait de perdre uniquement contre un joueur que nous percevons comme supérieur ou du même niveau est le premier poison qui corrompt notre esprit, car il nous empêche de reconnaître objectivement un jeu de qualité. Vous le voyez maintenant? Ou vous voulez aller jusqu'au mat? Un joueur habituellement médiocre peut s'avérer soudainement excellent lors d'une partie. Et certains sont très bons, alors même que ni leur allure ni leur réputation ne semblent les valoriser. Ainsi, je vous propose de relever ici qu'en cas de défaite, la première qualité à cultiver sera l'objectivité. Et faites attention, parce qu'elle est souvent rendue inaccessible par une mauvaise maîtrise de vos émotions. L'ascension de la petite prodige laisse des traces un peu partout. Désormais, tomber contre elle au tableau d'affichage est déjà considéré comme un mauvais présage. À ce stade, Elisabeth a déjà participé à de nombreux tournois, Las Vegas, Mexico, Paris. Mais c'est en Russie, à Moscou, que s'ouvrira une ultime arène. Dans la série, les Russes sont les meilleurs joueurs du monde. Alors dans la compétition organisée par leur capitale, tous les joueurs étrangers sont par définition des outsiders. De plus, Bess est la seule femme. De leur point de vue, le niveau de jeu de Harmon était plus faible que le leur. Quelqu'un comme Laïev n'a certainement pas passé beaucoup de temps à préparer la partie. Elisabeth Harmon n'est pas du tout une joueuse importante selon leurs critères. La seule chose vraiment inhabituelle pour eux, c'est qu'elle soit une femme. Mais dans une société russe communiste où la place des femmes est loin d'être paisible, elle recevra un soutien sans précédent. Et le début du tournoi se passe sans encombre, jusqu'à ce qu'elle rencontre Lutsenko. Lutsenko est le joueur le plus âgé du tournoi. Il a été champion du monde avant la naissance d'Elisabeth Harmon. Il a vaincu le grand Alekhine dans une exhibition quand il était enfant. Il a fait une partie nulle avec Botvinnik et écrasé Bronstein à la Havane. Et même s'il n'est plus aussi redoutable qu'autrefois,
Il peut être dangereux quand il a l'occasion d'attaquer. Harmon devra être extrêmement prudente. Elle ne joue pas contre n'importe qui. Lutchenko est un exemple pour elle, une véritable source d'inspiration. Il y a quelque chose de particulier dans cette rencontre. Mais même dans ce contexte pourtant intimidant, la jeune femme s'avère excellente. D'une part, Lutchenko jouait les blancs. D'autre part, son attaque n'était toujours pas contrée. Et enfin, il lui restait davantage de temps. C'était d'autant plus impressionnant qu'elle l'a battu, alors qu'il lui restait 25 minutes. Observez bien sa manière de quitter la partie. Excellent. Quelle brillante reprise, mademoiselle. J'abandonne et j'en suis soulagé. Je rejoue vos parties depuis que je suis petite. Je vous ai toujours beaucoup admiré. Je peux savoir quel âge vous avez? J'ai Oh 20... non, ne me dites pas. Vous ne feriez que me transpercer le cœur. J'ai passé en revue l'ensemble de vos parties lors de ce tournoi. Vous êtes une pure merveille, mon enfant. Je viens peut-être de jouer contre le meilleur joueur d'échecs de toute ma carrière. Vous finirez par vous y habituer. Merci. Pour Bess, recevoir une telle révérence est inattendu et profondément salvateur. Et pour nous, spectateurs, cela pourrait être une très belle leçon de vie. La compétition est présente partout. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes invités à jouer contre les autres avec pour règle principale de les battre. C'est ainsi qu'à travers notre regard d'enfant, nous séparions pour la première fois nos camarades en deux camps, les alliés et les ennemis. Depuis, beaucoup d'entre nous nourrissent consciemment ou non un sentiment de rivalité à l'égard des autres. Certains d'entre nous perçoivent le monde uniquement sous le prisme de leurs intérêts, faisant des relations un prétexte aux alliances et aux séparations. Sous cet angle, notre société pourrait se transformer en une guerre géopolitique, où chacun pourrait projeter ses propres soifs. Dans une telle configuration, il est difficile d'adopter une posture d'écoute sincère et authentique lors d'un échange avec un adversaire. Parce que pour celles et ceux qui voient la vie en ces termes, être bienveillant et honnête ne présente aucun intérêt. Mais ici, il ne s'agit pas simplement d'honnêteté et de bienveillance, mais de sagesse et de vertu. Quitter la table ainsi, c'est se lever comme un sage. C'est nourrir le lien avec l'autre de manière profonde, c'est assurer une mémoire sereine et un respect fraternel inébranlable. À la fin de sa carrière, Elisabeth pourra garder en amertume de nombreuses défaites, se sentir outrée par le manque de courage de certains adversaires ou rire du ridicule de ceux qui ont tenté maladroitement de cacher leur peine derrière le masque d'une fierté émiettée. Mais elle n'oubliera pas l'humilité et la révérence respectueuse qu'un maître d'une autre époque lui aura chaleureusement adressée. Cette révérence de M. Lutchenko restera gravée. Alors, si dans la vie, vous devez vous incliner, retenez ceci. Accepter une défaite, c'est s'ouvrir à la victoire. C'est reconnaître que tous les joueurs sont régis par des lois supérieures, qui parfois nous échappent et permettent à chacun de goûter au succès. Cette bascule douloureuse entre la réussite et l'échec est l'essence même de la compétition et la formule qui concède à l'affrontement toute sa beauté. Accepter de perdre, c'est reconnaître le parcours de son adversaire et saluer son effort. C'est aussi constater la nécessité de l'adversité pour accélérer notre progression, car elle est le miroir qui nous pousse au-delà de nos propres limites. Si votre défaite est entraînée par un combat habilement mené, sachez reconnaître la qualité et ne laissez pas votre ego rabaisser la performance d'un combattant valeureux. Étudiez le jeu de vos adversaires et laissez-vous inspirer par ceux qui excellent au combat et ne se laissent pas happer par leurs démons. Félicitez toujours les vainqueurs, sincèrement. Valorisez le jeu plus que les joueurs et les stratégies plus que les stratèges. Ne soyez pas un frein à la connaissance, partagez votre apprentissage et tâchez d'être un coéquipier fidèle et disponible pour aider. Ne désirez pas la victoire,
mais un jeu de qualité. Ne désirez pas la défaite de vos opposants, mais la meilleure opposition. Ne cédez pas aux pulsions, faites preuve de stabilité. Ne célébrez pas les succès, mais votre progression. Et lorsque de nouveau vous gagnerez, observez votre reflet dans le regard des vaincus. Pour conclure cette vidéo, je vous propose de vous lire un passage du Tao Te Ching, le chapitre 68. Ne vous inquiétez pas, il n'y a que 11 lignes. Les meilleurs guerriers ne servent pas la violence. Les meilleurs généraux ne détruisent pas sans discernement. Les meilleurs tacticiens essaient d'éviter la confrontation. Les meilleurs leaders deviennent les serviteurs de leur peuple. C'est la vertu de la non-rivalité, c'est le pouvoir de conduire les autres, c'est atteindre l'harmonie avec les cieux. Si vous êtes resté jusque-là, je vous invite à me retrouver dans les mails privés. Je vous enverrai 1 à 3 mails par semaine pour partager avec vous des exercices pratiques pour mettre en application ce qui est dit dans les vidéos. Et vous allez voir que ensemble, on pourra créer un espace de calme et de sérénité. Et même dans un monde turbulent, on pourra toujours retrouver calmement le moment présent. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que le Tao, qu'on peut aussi remplacer par l'être suprême, ou certains aiment bien dire l'univers. Tu peux faire comme Nassim Haramein, tu fais « Moi j'aime l'univers », garantit l'équilibre des forces.